Bonjour, nous sommes le jeudi 15 décembre 2016. Demain, vendredi, à l'heure où j'aurai pu enregistrer ma vidéo, je donnerai cours à la Cato de Lille aux étudiants en Master 2 Gestion et Économie sur les leçons à tirer de la chute de la compagnie Enron. Chute à laquelle j'ai consacré un ouvrage écrit en anglais en 2002 ou 2003. Cet après-midi, aux mêmes étudiants, je donnerai un cours sur la fraude, le délit d'initié, les paradis fiscaux, les havres fiscaux et les mafias. Voilà. Et hier, certains d'entre vous sont venus m'écouter moi et quelqu'un d'autre, à Paris, à la faculté de médecine. Nous parlions, un représentant de Médecins sans frontières, et moi-même, nous parlions de la notion de crise à des médecins pour qui la notion de crise a un sens bien particulier dans le balancement entre le normal et le pathologique, pour citer un livre de Monsieur Georges Canguilhem qui a été mentionné durant les discussions. Et voilà, il s'agissait hier d'un séminaire. Lundi, j'ai donné un cours, je ne l'ai pas mentionné ici parce que ça se joue à guichet fermé. Il s'agit aussi également d'un master qui se donne à Sciences Po à Paris. On m'avait demandé de parler pendant 4 heures de numérisation et finance. Alors 4 heures c'est beaucoup, j'avais préparé quand même quelques petites anti-sèches. Et à ma grande surprise, j'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire sur ces 4 heures. Et la raison pour laquelle je n'ai pas pu, c'est qu'il y a eu des interventions de la salle qui étaient bienvenues, mais des interventions qui ont porté tous sur le même sujet, qui était pourquoi nous enseigne-t-on une science économique déconnectée de la réalité? Voilà. Les questions étaient formulées de manière différente par les différentes personnes qui ont tenu à ce que je parle de ça plutôt que de ce que j'avais prévu de dire. Il ne s'agit pas de gens qui n'ont pas de formation en économie, parce qu'il s'agit en fait d'un master destiné à des gens qui travaillent déjà, et j'ai demandé aux gens de se présenter rapidement. La plupart sont des dirigeants d'entreprise ou des gens qui occupent des postes importants dans des entreprises plus grandes. Et ces gens reposaient la même question. Pourquoi est-ce qu'on nous enseigne quelque chose qui n'est pas vrai? Pourquoi les événements de 2008 et la suite n'ont-ils pas eu un impact sur la manière dont la science économique est enseignée? Et là, moi je m'étais posé la question quand j'ai vu ce livre de messieurs Cahuc et Zilberberg, Le négationnisme en économie, comment s'en débarrasser, et j'ai posé la question tout haut, ici. Pourquoi des gens qui représentent un courant qui n'est même pas dominant en sciences économiques, qui est le courant tout entier, qui a une position absolument hégémonique dans l'enseignement en France en particulier, qui a pu se débarrasser d'un revers de la main d'une proposition d'enseigner l'économie un peu autrement, parce que M. Jean Tirole, qui venait de recevoir un prix entre parenthèses, pardon, entre guillemets d'économie, un prix Nobel entre guillemets d'économie, a dit non, surtout pas, voilà. Pourquoi est-ce que ces gens prennent la peine de se dire assiégés, menacés, qu'il y a un complot contre eux, etc. Eh bien, la réponse, elle m'est venue pas n'importe où, à Sciences Po à Paris, de gens qui sont des dirigeants d'entreprise, ou pratiquement, qui ont dit pourquoi ce qu'on nous enseigne, c'est Baliverne. Alors, voilà la raison pourquoi ces gens se sentent assiégés. C'est pas moi qui gueule dans les travées. Non, ils sont en place, ils sont en face d'étudiants qui doivent leur poser la même question. Et ça ne doit pas être extrêmement confortable. Pourquoi nous racontez-vous des balivernes alors qu'on sait ailleurs ce qu'il faudrait dire? Alors voilà, la réponse que j'ai pu obtenir sur
sur des bancs prestigieux de l'enseignement en France. La contestation, elle est là sur les bancs. Elle ne vient pas d'enrager du monde de la rue. Elle vient des gens qui sont à l'intérieur même des institutions, des gens qui font partie de ces élites et qui se demandent pourquoi on leur raconte des bobards. Voilà. Petite incise, petite remarque incidente. Le 2 décembre, c'est-à-dire il y a exactement 13 jours, un procès a lieu à Bruxelles, au tribunal du travail. C'est le procès que m'intente la VUB, pour avoir donné l'enseignement que j'ai donné. Cela a été mis en délibéré et une décision tombera probablement vers la fin du mois de janvier. Alors, tout ça n'est pas sans rapport avec ce que je viens de dire. La justice transcendra-t-elle les rapports de force? C'est son rôle, bien entendu, et nous l'admirons pour le faire. Nous admirons les magistrats qui ont à cœur que ces choses-là se passent comme l'éthique le demande. Dans beaucoup de pays du monde, ils sont en difficulté pour le faire. Ils sont accusés par leur gouvernement d'être complices de forces diverses. En général, on les accuse d'être complices de forces de gauche parce que la générosité, les grands principes, l'égalité, la liberté, la fraternité, ce sont des choses qui sont invoquées en général par la gauche. La liberté, vous le savez, dans un sens dévoyé du terme, la droite l'utilise. Mais c'est comme vous le savez, c'est essentiellement la liberté du renard dans le poulailler qui est invoquée dans ce cas-là, et pas la liberté de chacun de pouvoir au moins vivre. Voilà. Je réfléchis par ailleurs, vous en avez déjà vu quelques traces, à qu'est-ce qu'on pourrait faire, proposer comme programme, sinon de gouvernement, du moins de changer la société. Je regardais le papier que j'avais fait à ce sujet, c'était il y a une quinzaine de jours, et il y avait 220 commentaires, donc ça c'est une excellente chose. Nous allons proposer une manière de faire les choses autrement, de manière détaillée, hein, un vrai programme, un vrai manifeste. C'est en cours d'élaboration. Je vous tiens au courant, voilà, j'espère à la semaine prochaine. Au revoir.